garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Semou, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la classe, c'est le Bob man. Et allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Là! Mais ne courez pas comme des cons! Allez, mets un rouge là-dessus! Et les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis. Et bonjour à tous, bienvenue à toutes et tous dans la nouvelle émission de sport de Timbre FM sur le 106.6, l'émission Goal Volant. Une émission, comme son nom l'indique, empreinte de nostalgie. Alors j'explique ce que signifie le terme goal volant pour nous, les gens autour de cette table dans le studio. Goal volant, c'était une règle énoncée ou non avant un match de foot permettant au gardien de but de sortir de sa surface de réparation. Cette règle s'appliquait uniquement lors des matchs non officiels ayant lieu dans les squares, les cours de récréation, les jardins individuels. Je parle au passé car je ne sais pas si cette règle peut toujours être prononcée. Il y a 25 ans, c'était quasiment systématique. Donc ici, l'équipe de Goal Volant se réunit pour retrouver la sensation du sport d'avant, ou du sport que nous n'avons jamais connu, le sport politisé, le sport sociétal, le sport dont on peut parler, que l'on peut aimer et détester à la fois, le sport sportif, physique, avec ses beaux gestes, mais aussi ses beaux gestes. On a fait le choix de parler du sport, mais aussi, en tant que pratiquant et pour ma part croyant, on a peut-être besoin d'en parler. C'est parti pour Goal Volant, émission numéro 1, et voici la compo d'équipe. Qui c'est qui est là? Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Jolie brochette. Aujourd'hui, le coach, moi-même, j'aligne une équipe solide, agressive et intelligente. Ils vont se présenter à vous, sportivement. Pour commencer, mon numéro 20, parce que ça fait 20 piges que je le connais, mon numéro 20, c'est Alban. Bonjour Alban. Bonjour à tous, bonjour Jérôme. Bonjour, alors j'avais quelques petites questions à te poser pour que tu te présentes. D'abord, est-ce que tu peux nous parler des 3 sports que tu pratiques, du plus pratiqué au moins pratiqué? Alors on va dire qu'actuellement j'en pratique pas énormément, mais je fais beaucoup de rando en montagne, enfin beaucoup l'été quoi, et un peu de footing, ouais. Et aussi de la piscine de temps en temps. Mon sport passé, mon sport de jeunesse reste le football. Quand même, ouais. Donc les sports que tu regardes, est-ce que ce sont les mêmes ? Pas tout à fait. Alors il y a le foot quand même, l'universel sport, et aussi le Tour de France, donc là on est plutôt du côté du vélo, et puis à mes heures perdues un peu de NBA sur YouTube. Ok, une sportive en ce moment qui te... Alors en ce moment, j'avais envie de parler de la tennis woman Ashley Barty. Qui ça ? Voilà, Ashley Barty, australienne. Et j'avais envie de parler d'elle parce qu'elle a gagné, tout simplement, l'Open d'Australie et que tout le monde, apparemment, s'en fout un peu. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et je voulais rebondir là-dessus sur un petit peu l'invisibilisation du tennis féminin par rapport au tennis masculin. Donc, c'est mon petit quart d'heure féministe. Je voulais pointer le doigt là-dessus. Merci Alban. Ensuite, mon numéro 14, car pour toute réclamation suite à ce qu'il pourra dire pendant l'émission, vous pourrez vous rendre directement au 14 à l'un. Et mon numéro 14, c'est Julien. Julien, ton palmarès, s'il te plaît. Julien Zirondoli. Bonjour tout le monde. Palmarès, ceinture marron de judo avec kata validé. J'ai participé au régional en Rhône-Alpes, moins de 73 kilos en 1999. Putain. Oh la vache. 99, ouais, le siècle dernier, quoi. Ensuite, animateur et encadrant de sorties snowboard à la fac de Lyon. Hiver 2003, 2004, 2005, pétard et binouze. Milieu central de l'équipe de football gaélique des Léonettes d'Isal de Brest. Ensuite, 4 ans de ligne B du RER la Saint-Denis. Ouais, c'était chaud. Vas-y, envoie Cazet, Loïc. Je
Je me rappelle encore cette époque, RERB bondé, je sortais de mon bloc, marchais avec dans les oreilles du peura ou du rock, dans ces longs couloirs, gare du Nord où tu suffoques. Voilà. Ok, ouais. Gros palmarès. Est-ce qu'il y a un sportif en ce moment qui t'a marqué? Marque ou une sportive? Le sport et moi, ça fait plutôt 3. Moi, je voulais en profiter pour parler de Willy Wonka. C'est l'avant-centre libéraux de Charlie et la chocolaterie. Supporter les enfants toute la journée, ça c'est du sport. Moi je le sais, je suis un stit. On est bien dans la thématique de l'émission. Ouais, donc. Et puis c'est aussi un sacré coach. Et il a une équipe de bras cassés, là les Oompa Loompa, n'importe quoi cette équipe. Et sinon, oui évidemment, Émeric Lompré quoi. Oui. L'inventeur et le champion de Savoie de foot raclette. Magique. Merci Julien, je vois que tu es parfaitement dans le thème de l'émission. Mon numéro 8, alors je sais pas pourquoi le numéro 8, c'est comme ça, c'est mon gars Jérémy. Salut Jérémy. Salut Jérôme. Alors, 3 sports que tu pratiques pour te présenter éventuellement? Non, parce que j'en pratique pas du tout 3. D'accord. J'en pratique un principalement, qui est le handball. Ok. Voilà, et puis le deuxième, plutôt l'été, mais que j'aime particulièrement, qui est la pétanque. Voilà. D'accord, ok. Ouais, on l'oublie un peu trop souvent. Oui. Très grand sport. Est-ce qu'il y a des sports que tu regardes? Ouais, un peu comme Alban, Tour de France, cyclisme, évidemment, oui. Génial. Voilà, un peu de roue libre sur fond de patrimoine français. Moi, j'aime beaucoup. Et puis sinon, parce que je trouve ça hyper fun, le curling quand même. Enfin, je veux dire, je trouve ça hyper intéressant, cette histoire de manier le balai avec une dextérité, c'est génial. Mais je pense qu'on est tous un peu comme toi autour de cette table. Grosse passion. Ouais. Et puis, mon petit plaisir coupable qui est le ball trap. Je sais pas si vous connaissez ce super sport. Poule qui n'a vraiment aucun intérêt à être regardé puisqu'on voit pas le truc qui part. Donc c'est des espèces de galettes d'argile que les mecs balancent. Donc, on les voit exploser quand ils... Sur lesquels ils doivent tirer, c'est ça, avec une arme? Ouais, c'est ça, des armes de chasse en fait. Et donc tu as le réalisateur qui essaie de zoomer sur le petit frisbee là, mais en fait tu vois absolument rien. Et je trouve ça passionnant, personnellement. On fera sûrement une spéciale ball trap. Un sportif ou une sportive qui en ce moment te marque, t'émeut ou te révolte? Ouais, Cléopâtre Darleux, gardienne de l'équipe de France de handball, une femme merveilleuse, une joueuse merveilleuse vraiment, qui joue à Brest, voilà, et qui, au passage, a fait un petit commentaire sur la une de l'équipe quand les filles ont été championnes olympiques de hand, puisque l'équipe titrait l'arrivée de Lionel Messi au PSG, voilà, accessoirement, la France... de handball était championne olympique, donc un bon taquet à l'équipe qui faisait assez plaisir à entendre. Voilà, donc Cléopâtre Darleux. Et puis quand même, j'en parle parce que je peux pas m'empêcher de faire un petit coucou à Jenny Longo parce que je l'aime beaucoup. Ah bah oui, elle nous manque. Mon numéro 2, parce qu'il voulait être numéro 10 et que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Comme 2 émissions ensemble après la bande FM, également sur Timbre FM 106.6. Voilà, on s'attaque au sport avec Gaulle Volant. Salut Flo. Salut Jérôme. Alors, est-ce qu'il y a 3 sports dont tu peux... Voilà, moi, je suis un enfant du basket. Donc voilà. Donc j'en ai fait beaucoup, j'en fais toujours beaucoup. Un peu, beaucoup. Voilà, c'est vraiment le sport de jeunesse. D'accord. Après, je fais pas mal de footing, course à pied, rando. Ouais. J'aime beaucoup aussi. Et un qu'on a vraiment oublié, mais ça va un peu avec pétanque, mais plus local. Le palais. Le palais. Évidemment. Eh oui. Et c'est un sport, attention. Ouais. Pas de débat là-dessus ou sur une prochaine émission. D'accord. Mais c'est un sport, malgré les bières, malgré... Voilà. D'accord, donc j'imagine que si on te demande ce que tu regardes comme sport... le palais. Le palais, voilà, évidemment. T'en vois très peu, je te cache pas. Non, tes 3 sports que tu regardes fréquemment? Le foot, évidemment, c'est le plus exposé. Puis voilà, j'en parlerai tout à l'heure. Je suis supporter un petit peu. Il y a le rugby. Moi, j'adore regarder le rugby. Je considère que c'est le meilleur sport à regarder. C'est le plus passionnant, c'est pour moi, perso. Et puis, évidemment, comme vous, il est revenu pas mal de fois, le cyclisme, le Tour de France, c'est vraiment un truc de... C'est une madeleine. Il faut forcément que je regarde 2-3 étapes dans l'année. Ouais. Sinon, t'es pas bien. Ouais, c'est pas bien. Si je rate la montagne, faut que j'en mate un petit peu quand même. Il y a un suspense. Ok, ton sportif... Il va vraiment que je m'y mette, moi, au Tour de France, en fait. Alors. C'est hyper bien, c'est super. Ok. Ouais. Ton sportif ou ta sportive du moment? Je sais pas, j'ai eu envie de dire Antoine Dupont. Parce que je trouve que... Il vient d'être élu meilleur joueur du monde et c'est un rugbyman, Julien. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Ouais, et justement, j'étais en train de chercher sur mon téléphone. Je trouve qu'il brasse bien les valeurs du rugby, c'est-à-dire c'est l'anti-footeux, quoi. Genre le mec, quand il reçoit son truc de meilleur joueur du monde, il est là, tout limite gêné, en mode c'est l'équipe, mais vraiment c'est sincère, quoi. Ouais, c'est pas moi, c'est l'équipe. Hyper simple, hyper sympa, et c'est vraiment un génie du ballon ovale. Ouais, c'est pas la même ambiance que le ballon d'or, quoi.
Non, moins costumé, hein, concrètement. D'accord. Ouais. Ok. Et coach, pardon. Ouais. J'ai failli t'appeler Jérôme. Coach, pardon. Mais je vais parler de moi un petit peu. Donc moi, les 3 sports, tennis, football et badminton, c'est les 3 sports que je pratique chaque semaine, à peu près. Voilà. Ouais, et tu en regardes peut-être? Eh ben moi, pareil, c'est le cyclisme, c'est le sport number 1 que je regarde. Je trouve c'est des tragédies. Je trouve ça exceptionnel. Ouais, vraiment, c'est un truc. J'ai toujours un petit regard sur le tennis. Oui, de côté, comme ça. Parce que je pratique. Et je me suis rendu compte que je regardais essentiellement par Internet, les réseaux sociaux, et je regarde beaucoup d'échanges de paddle. Alors, il y a le paddle où on nage, on pagaie, on est debout sur une planche. Mais là, c'est le paddle tennis, ça se joue dans une cage en 2 contre 2 avec un filet et des murs. Je le pratique un peu et les échanges peuvent être très, très spectaculaires. Et en fait, je me rends compte que je regarde plus ça que le foot, qui était mon sport de... Oui, tu n'as même pas cité le foot. Non, je pense que ça ne fait pas partie des 3 sur lesquels... Ouais. Et as-tu un sportif du moment? Eh ben, j'ai un duo. Alors, il s'appelle Arnaud Merkel, ou je ne sais pas comment on dit son nom, et Lucas Clairbout, et je ne sais pas trop comment on dit son nom non plus. Ce sont 2 joueurs de badminton français, et j'ai vu l'info via la Fédération française de la loose, qui recense les échecs français sportifs. C'est bien, ça. Donc, les 2 participaient à un tournoi en Inde, en badminton, donc, se sont qualifiés tous les 2 pour la finale. Et il y en a un qui a été déclaré positif au Covid, et l'autre étant son compagnon de chambre, et cas contact et ne peut pas participer à la finale. Donc c'est un tournoi où il y avait 2 Français en finale, mais il n'y a pas de vainqueur. Et ça me paraissait intéressant d'en parler. Donc voici l'équipe. Voilà, on s'est tous un petit peu présentés. Vous apprécierez la diversité de cette équipe. Pas de femmes, que des mâles blancs cisgenres d'une 30aine d'années. Donc n'hésitez pas, si vous nous écoutez, si vous souhaitez venir parler de sport sur l'antenne de Timbre FM, à prendre contact avec nous. Je tiens également à préciser que nous n'avons pas pu avoir de chroniqueur de droite avec nous en plateau. Alors si vous êtes de droite, un petit peu réac, ça nous arrange. Tant que Daniel Riolo et Pierre Salviac ne répondront pas à nos appels, sachez qu'il y a une très belle place qui vous est réservée. Voilà, l'appel est lancé. Ça clash. Et on va donc pouvoir passer à la première mi-temps. Écoutons, regardons. C'est donc parti pour la première mi-temps avec 2 chroniques pendant cette première mi-temps. Moi, je vais vous parler de tennis dans l'art, ou plutôt dans la culture. Mais avant ça, on va écouter Jérémy, une jérémiade. Ouais. Tout de suite, la première jérémiade. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors avant toute chose, je vais commencer quand même par vous dire que c'est la toute première fois que je fais ce qu'on appelle dans le jargon de la radio une chronique. Et c'est sans surprise, mais quand même un peu, que je vais commencer par rappeler au passage que ce mot chronique rime aujourd'hui plus qu'hier, et probablement bien moins que demain, avec le mot panique. C'est rien de le dire. Hop, vous l'aurez remarqué, j'utilise une formule rhétorique d'insistance un peu alambiquée dans le seul et unique but de provoquer chez vous, et d'abord chez mes acolytes de micro, un brin de compréhension, un peu d'empathie, voire un zeste de pitié. Cela dit, bon, tout cela, c'est certes beaucoup de stress dans ma tête, mais quoi? Jérôme, Flo, Alban, Julien? Bah, c'est pas le sujet de l'émission. Voilà. Donc, pour oublier un peu cela, je vais simplement me dire que nous sommes aujourd'hui suivis finalement par 15 auditeurs et auditrices, allez 16 depuis que le petit Guirec nous suit sur les réseaux, allez 17 avec Loïc, le super technicien de Timbre FM, et puis que le risque est somme toute assez mesuré et qu'il se limite à ce qu'on m'envoie éventuellement des messages de haine, d'insultes, voire des menaces d'atteinte à mon intégrité physique. Rien de plus. Cela étant dit, encore une fois, on n'est pas vraiment là pour discuter de l'état de stress dans lequel je me trouve, mais on est plutôt ici pour justement trouver un moyen d'alléger son esprit par le renforcement du corps. Alors cette formule n'est pas de moi, elle n'a en réalité pas d'autre intérêt que de me permettre de vous dire de quoi on va parler aujourd'hui. C'est l'une des phrases choc d'une petite entreprise qui transforme depuis peu quelques années votre transpiration en monnaie sonnante et trébuchante. J'ai nommé Basic Fit. Allez, on accélère un peu, c'est dans le thème. On va donc aujourd'hui succinctement parler de cette presque nouvelle pratique. Un phénomène jadis surprenant et aujourd'hui bien banal qui se traduit le plus souvent par la réponse suivante à la question « Hey, tu fais quoi ce soir ?» et qui donne donc « Ah non, désolé, je vais à la salle. » Petit pas de côté, je vous invite à bien noter le ton objectif, factuel, non jugeant que je m'efforce d'utiliser, sans aucune pointe d'incompréhension, voire
si l'on extrapole un peu, de jalousie. Bref, effectivement, vous l'aurez bien compris, vous pourriez le voir si vous étiez physiquement dans ce studio, je ne fais pas partie des gens qui vont à la salle de sport. Donc ça veut dire hyper concrètement que je suis en train de parler d'un truc que je ne connais absolument pas. Mais justement, finalement, c'est tout l'intérêt de ce genre de chronique. En fait, si l'on regarde bien, tout le monde fait un peu ça. Par exemple, allez, digressons un peu, mais on reste quand même dans le thème. Prenons au hasard Thibaut Pinot. Vous voyez, quand il a dit « gagner le Tour de France, c'est la plus belle des récompenses », le mec, il n'a pas vraiment gagné le Tour de France. Par contre, il a probablement une idée bien précise de ce que ça peut être d'arriver sur les champs avec le maillot jaune. Donc finalement, ce n'est pas vraiment important qu'il n'ait pas vraiment gagné le Tour de France, puisqu'il y a de grandes chances qu'il ait raison au final. Donc, conclusion, je peux tout à fait, et ce de manière hyper légitime, parler des mecs et des meufs qui vont à la salle de sport sans jamais n'y avoir mis un seul début de doigt de pied. Ça tombe sous sens, comme le disait ma grand-mère, ça tombe sous sens, comme le disait grand-papa. Bref, reprenons. Vous allez me dire que si on est parti pour faire un catalogue des contradictions des personnes qui fréquentent les salles de sport pour des raisons largement justifiées, disons que l'intérêt est quand même un peu limité, faut le dire. Voilà. Je vous propose donc plutôt de remonter le temps ensemble dans l'univers fascinant des salles de sport, comme une douce et tranquille balade dominicale, mais dans les méandres du sacro-saint tube cathodique. Dépêchons, on a 2 minutes. On entame donc ce mini-flashback dans les années 50, décennie pendant laquelle les premières salles de sport voient le jour aux States. Alors oui, j'aurais pu commencer par aborder la question du culte du corps pendant l'Antiquité, mais on n'est pas trop en avance, alors je vous propose un atterrissage direct et sans parachute fin des années 50. En France, c'est plutôt entre 60 et 65 qu'apparaissent les premières salles de culture physique, c'est leur nom. On parle aussi d'instituts d'esthétique corporelle ou de centres de silhouette, comme dans cet extrait daté de 65. L'usine à beauté. Tout un monde de machines attend ici la femme d'aujourd'hui qui veut garder ou retrouver la silhouette idéale. Cette fameuse silhouette qui donne tant de soucis. La machine à galber les jambes, la machine à affermir la poitrine, la machine à affiner les mollets et les cuisses. Alors oui, 65, vous me direz. On notera le machisme exalté, la sexualisation de la femme dès qu'une occasion se présente. Malheureusement, pas étonnant, me direz-vous. La fin des années 60, c'est aussi évidemment Kenneth Cooper, médecin et lieutenant-colonel, qui démocratise une discipline nouvelle, l'aérobic, dans son ouvrage intitulé Aérobic. À la télévision, c'est l'avènement de programmes populaires et parmi les plus connus, le fameux Workout de Jane Fonda. On passe un cap et en France, une émission télévisuelle d'aérobic devenue culte voit le jour. 12 millions de téléspectateurs et téléspectatrices s'amassent pour fredonner l'air d'un générique qui reste en tête même 40 ans après. Bonjour, je suis Véronique. J'ai une passion dans la vie, c'est la gym. Et je vais tout faire pour vous la communiquer. Bonjour, je suis Davina. Je partage la même passion que Véronique, la gym. Mais pas n'importe quelle gym, la nôtre. Le fameux Tutu Yutu d'Alain Goraguer donne le rythme sur un fond de basse à contretemps et devient la signature de l'émission Gym Tonic. Le mot aérobic fait son entrée dans le Petit Robert et permet la mise en lumière d'une discipline plus globale, le fitness. Et c'est donc bien les médias notamment, et plus particulièrement la télévision, qui démocratisent ces disciplines. Véronique et Davina deviennent des icônes à une époque où, quelques années plus tôt, Françoise Giroud est nommée secrétaire d'État à la condition féminine sous Giscard. Allez hop, on arrête le retourneur de temps, on démarre en trombe comme dans le générique du bus magique et on enjambe notamment la folle montée en puissance des chaînes de salles de sport low cost dans les années 2000. Dommage, hein, Ouest France avait fait un super article, c'est pas une blague, qui titrait « Les salles de sport ont des fourmis dans les jambes ». Bref, passons et faisons un dernier petit arrêt minute, presque l'année dernière. Avril 2020, le début de la fin, de cette chronique aussi. Il fait beau, il fait chaud, sauf que comme tout le monde, je suis sur mon canapé, alors j'allume France 3 et je tombe sur « Rester en forme ». La formule, une pro du fitness, Lucy Woodward et l'ancien boxeur Amadou Ndiaye balancent le slogan du printemps confiné. Du renforcement musculaire, du cardio, du challenge et basta. C'est à la fois léger, efficace et plutôt pas malvenu vu l'ambiance globale à ce moment-là. Et en prime, on a le droit à Lolo Jaja, alias Laurent Jalabert, qui fait tranquillement 6 minutes de gainage non-stop avant son jus d'orange du matin, tout cela en nous expliquant qu'il est indispensable de conserver la pulpe pour un apport optimal. Bref, tout cela ne vous rappelle rien ? Eh bien si, évidemment. Comment ne pas se souvenir de Bernard Tapie, le corps luisant, le cheveu noir léger chez Véronique et Davina ? Bah oui, voilà. Comme disait une autrice a priori célèbre selon le très sérieux site internet citation.com, aussi longtemps que l'on sait recommencer, rien
n'est totalement perdu. Voilà, vous l'aurez compris, on s'est un peu égaré et j'aurais pourtant adoré vous parler de l'aérobic dans les clips vidéo à un moment, les années 90, où MTV est une quasi-religion pour un presque bon quart de la population. J'aurais aussi aimé vous parler entre autres des chaînes de CrossFit aux États-Unis, avec des épreuves de soulevé de pneus dignes des plus grandes heures d'Interville. Allez, une autre fois peut-être, parce que finalement, je crois qu'après cette émission, je serai tellement épuisé que quand Jérôme, alias Grand Manitou Coach de ce programme, me proposera par exemple d'aller boire une grande bière pour nous remettre de tous ses efforts, je lui dirai « Ah non, désolé, c'est chaud mec, ce soir je vais à la salle. » 73, 62 kilos, poids plume dans la vie, mais c'est un costaud. Micro, balai, c'est pas la peine quand on a dans le cerveau. Lui, c'est 1m73, 62 kilos. 1m73, 62 kilos, une taille de guêpe, pas retenue pour les JO, musclé très peu, très preux, cherche le moyen de représenter quelque chose de beau à vos yeux. Une seule idée en tête, laissez pousser mon corps, que mon tatouage Popeye et le bras qui le porte soient en accord pour que les filles dans la rue me dévorent encore. Une dernière série, un dernier effort, j'ai beau me muscler, non, j'ai beau m'afficher, le résultat reste le même, pas moyen de m'exhiber en caleçon. À ce point-là, c'est à base de crise de fou rire pour la journée à la maison. On fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a. En l'occurrence, pas grand chose à manger pour les nanas. Bien sûr, j'en rajoute, j'exagère les faits. Mais pourquoi ? Histoire de bien garantir les faits. 1m73, 62 kilos, poids plume dans la vie, mais c'est un costaud. Micro, balai, c'est pas la peine quand on a dans le cerveau. Lui, c'est 1m73, 62 kilos. 1m73, 62 kilos, poids plume dans la vie, mais c'est un costaud. Micro, balai, c'est pas la peine quand on a dans le cerveau. Lui, c'est 1m73, 62 kilos. Maman, s'il te plaît, je ne fais pas exprès. Les sacs sont trop lourds, un ou deux trucs en moins m'aideraient. C'est par ce genre de choses que je me tape la honte. Mes petits cousins se moquent de moi, il faut que je les affronte comme à bout de souffle. Le physique ne suit pas, je n'en veux pas à mon papa. Apparemment, trop petit, c'est héréditaire. Mais comme dit mon père, important de toucher terre. Fort dans ma tête, loin d'être un athlète. Aussi épais que toi, enfant à 12 ans en fait. On pourrait croire que je me plains, il n'en est rien. Je gère avec humour un cas qui pourrait être le tien. Fort dans ma tête, loin d'être un athlète. On pourrait croire que je le vis mal, mais je fais avec. Bien sûr, j'en rajoute, j'exagère les faits. Mais pourquoi ? Histoire de bien garantir les faits. 1m73, 62 kilos, poids plume dans la vie, mais c'est un costaud. Micro, balai, c'est pas la peine quand on a dans le cerveau. Lui, c'est 1m73, 62 kilos. 1m73, 62 kilos, poids plume dans la vie, mais c'est un costaud. Micro, balai, c'est pas la peine quand on a dans le cerveau. Lui, c'est 1m73, 62 kilos. Pas au bout de mes peines, j'ai quand même l'apparence humaine. Rien de bien grave, n'est qu'un petit blend d'ADN. Plus besoin de coiffeur, plus besoin de shampoing, plus besoin de peigne, il ne me reste plus rien. Bref, j'ai tout essayé, les cachets, les pommades, les piqûres, même les pousses de bambou. Un système capillaire fou, comme si ça ne suffisait pas, j'accumule les dégâts. Pas de poids réglementaire, des dimensions sans commentaire, une apparence involontaire, mais je reste fier. Il faut de tout pour faire un monde. J'aurais pu être une belle blonde avec mon mètre 73 et mes 62 kilos. Croyez-le ou pas, je me sens tellement bien dans ma peau. Malgré tout ça, même si je ne suis pas négro, SCO2TIE, pas moi homme au micro. 1m73, 62 kilos, poids plume dans la vie, mais c'est un costaud. Micro, balai, c'est pas la peine quand on a dans le cerveau. Lui, c'est 1m73, 62 kilos. 1m73, 62 kilos, poids plume dans la vie, mais c'est un costaud. Micro, balai, c'est pas la peine quand on a dans le cerveau. Lui, c'est 1m73, 62 kilos. 1m73, 62 kilos, poids plume dans la vie, mais c'est un costaud. Micro, balai, c'est pas la peine quand on a dans le cerveau. Lui, c'est 1m73, 62 kilos. 1m73, 62 kilos, poids plume dans la vie, mais c'est un costaud. Micro, balai, c'est pas la peine quand on a dans le cerveau. Lui, c'est 1m73, 62 kilos. C'était Scotty avec 1m73, 62 kilos. Voilà, c'est à peu près comme nous, quoi. Voilà. Comme toi, à peu près. Ouais, je fais même pas 1m73. Voilà, on va passer à la suite. Alors, je me fais coach pendant un tout petit instant de manière très, très momentanée, puisque c'est à Jérôme de nous faire une petite chronique sur le sujet qu'il a choisi juste après ce petit interlude. Un très très court interlude qui fait très plaisir à Loïc, notre technicien passionné. Corne de brume. Bien moi, puisque c'est mon tour, vous doutez bien, je vais parler d'art. Hein, évidemment, comme vous le savez tous, j'adore l'art. L'art, c'est ma passion. J'imagine très bien ce qu'on se dit quand on me connaît un peu, qu'on me voit arriver.
Tiens, voilà GG, il va encore nous parler d'art. Bien alors, on est dans une émission de sport. Donc, je vais vous parler du tennis, le sport que je pratique en compétition dans l'art. Alors, j'ai tiré au sort parmi tous les arts qui existent parce que je ne pouvais pas tout faire d'un coup. Donc, c'est tombé sur cinéma, musique et bande dessinée. Coup de bol. La prochaine fois, je pense que j'évoquerai la place occupée par le badminton dans l'architecture, la sculpture et la poésie. On verra. Bien, alors pourquoi évoquer ce thème ? Eh bien, parce que comme beaucoup de passionnés de sport, quand je vois des films sur des sports que je pratique, eh ben, je suis vénère. Hein ? À chaque fois, ils n'ont rien compris, c'est pas comme ça qu'on fait. Dégueulasse, ça ressemble pas du tout à ça. Dans le cinéma, je commencerai par citer la scène finale de Blow Up d'Antonioni. Alors, je dois bien avouer que j'ai pas vu le film, mais j'ai juste vu la scène de fin. Donc, dans son film de 66, Antonioni conclut par une bande de mimes qui sont en train de jouer à ce qu'on appellerait aujourd'hui du air tennis. Et même en mime, je suis gêné. Gêné parce que les deux adversaires se placent au milieu du terrain, ils arrêtent leur geste juste après l'impact supposé entre la raquette et la balle. Et non, quand on joue au tennis, on accompagne la balle avec sa raquette. N'importe quoi. Je prends cet exemple. Hein. Rien qu'en mime, je suis vénère, mais les exemples, il y en a des tas. Jonathan Rhys-Meyer est censé enseigner le tennis dans Match Point de Woody Allen, avec une prise en coup droit qui est tout à fait dégueulasse. Alors une prise, c'est la manière dont on tient le manche de la raquette. Alors même moi qui, dans le milieu du tennis, les copains ils sont là en train de dire « Ah, t'as vu, il a une prise fermée, prise ouverte, je comprends pas grand-chose, mais là, c'est dégueulasse. » Bridesmaids de Paul Feig, une partie de tennis endiablée, du rythme, on croit que ça joue bien, puis on se rend compte que pour taper fort dans la balle, elles font des slices de coups droits. Des coupés de coups. Moi, je ne veux pas pouvoir tout expliquer non plus. Hein. Mais alors, à quoi bon filmer le tennis si on ne sait pas faire ? Moi, j'ai plusieurs théories là-dessus. La première, c'est qu'il sert souvent de marqueur social. Il permet, parmi d'autres choses, de situer socialement les personnages de l'intrigue. Bien souvent, le businessman, celui qui fait des affaires, plus ou moins légales, sera représenté en train de jouer au golf. Le petit bourgeois, lui, ce sera plutôt le tennis. Si je reprends Match Point, Jonathan Rhys-Meyer, son personnage en tout cas, utilise ses soi-disant aptitudes au tennis pour enseigner aux bourgeois londoniens et pour ainsi mieux intégrer leur milieu. D'ailleurs, dans plusieurs films de Woody Allen, on situe socialement les personnages parce que des fois ils sont dans un clubhouse, parce qu'ils parlent de tennis. Dans les deux films d'Yves Robert, Un éléphant, ça trompe énormément et nous irons tous au paradis, les 4 principaux protagonistes se confient ou règlent régulièrement leur compte sur un cours de tennis. Ils sont, par ailleurs, médecins, vendeurs de voitures, employés au ministère. Dans Friends, la série mythique, plusieurs fois les sports de raquettes sont évoqués. Une seule fois, ça apparaît à l'écran, c'est quand Chandler et Monica jouent face au patron de Chandler et sa femme. Donc il fait de la lèche à son patron pour s'intégrer à la caste du dessus. Et je regarde, oui, toujours Friends aujourd'hui, et je vous emmerde. Moi, je suis content, c'est le premier truc que je connais depuis tout à l'heure. J'ai pas vu tous les films dont je parle. Dans Intolérable cruauté des frères Cohen, il y a une scène où on voit George Clooney qui renvoyait des balles, envoyées par une machine, il est à la volée, et puis en fait, il téléphone en même temps. Parce qu'il s'ennuie dans la vie. Donc c'est une manière efficace de faire comprendre rapidement que le riche avocat qu'il incarne se fait bien chier, il s'amuse pas, il fait ce qu'il est censé faire. Dans la BD, c'est le même constat. Alors, peu de BD, de tennis dans la BD. Un tome de la célébrissime série Black Sad le met en scène, sur juste quelques cases, avec un politique puissant qui s'apprête à s'entraîner. Dans Commando colonial de Bruno et Apollo, 2 protagonistes qui se dragouillent légèrement mènent une courte partie de tennis endiablée chez un riche entrepreneur établi à Madagascar. On nous communique très habilement qu'il y a du pognon dans la maison grâce à la présence du cours de tennis. Alors, il a aussi régulièrement une autre fonction, selon moi, le tennis au cinéma notamment, c'est de mettre en scène une partie de tennis délurée. Pourquoi ? Peut-être parce que le tennis, c'est un sport très rigide, qui donne encore plus envie que les autres de ne pas respecter les codes. Le tennis, c'est silence avant l'engagement, pas de mouvement dans le public derrière les joueurs, tenue blanche pour tout le monde à Wimbledon. Donc, plusieurs films font péter les codes. Il y a notamment Les vacances de Monsieur Hulot de Tati, Les sorcières d'Eastwick de George Miller avec Michelle Pfeiffer et Jack Nicholson notamment. En BD, on pourrait aussi signaler l'amusant Match de Grégory Panaccione. Dernièrement, petit virage avec des films réalistes qui s'intéressent au monde pro, qui mettent en scène des vrais joueurs ou des joueurs fictifs. Il y a Borg versus McEnroe de Janus Metz Petersen, 5e set de Quentin Reynaud avec Alex Lutz,
ou encore Battle of the Sexes de Jonathan Dayton et Valerie Faris, qui met en fait en scène le match qui a vraiment eu lieu entre un ancien numéro 1 mondial, Bobby Ring, et la joueuse Billie Jean King. Les deux personnages sont interprétés respectivement par Steve Carell et Emma Stone. Bon, je me suis demandé, je vous le rassure, je me le demande quand même depuis un petit moment déjà, est-ce que le tennis est-il aussi bourgeois que semble dire le cinéma ? Et pas que le cinéma. Alors, il est vrai que les compétitions auxquelles moi je participe sont destinées plutôt aux classes moyennes, petites bourgeoises. Alors, on est sur une sociologie à l'œil nu, hein. Sociologie de comptoir. Finalement, ce qui est le contraire de la sociologie. Mais je vais quand même vous raconter une petite anecdote me concernant. Il y a des années maintenant, j'accompagnais ma copine de l'époque rejoindre ses parents, pharmaciens et dentistes, dans leur appartement loué à Cannes pour les vacances. Le moi de l'époque, hirsute et dépeigné, n'était pas vraiment destiné à rentrer dans cette résidence. D'ailleurs, plusieurs personnes s'inquiétèrent et mes beaux-parents durent rassurer. Il est avec nous, il est gentil. Mais après une partie de tennis endiablée sur le cours de la résidence, sur lequel donnait une grande partie des appartements, les regards changèrent. Les gens se mirent à parler de l'élégance de mon coup droit. Alors, je vous rassure, mon coup droit dans le tennis de compétition n'est jamais vanté pour son élégance. Mais dans le milieu petit bourgeois, il était apprécié pour son esthétique. Voilà, petite anecdote juste pour montrer comment le tennis semble faire partie de ma petite expérience des codes de la bourgeoisie. Bon, cette anecdote a pris un peu trop de temps, je me suis peut-être un peu trop livré une fois de plus. Je vais très vite évoquer le tennis dans la musique. Alors, il y a du très très lourd, hein. Karen Cheryl, Philippe Laville, Alain Chamfort, ils ont tous fait une chanson sur le tennis. Alors, il y a eu une sorte de hype autour des chansons sur le tennis fin 70, début 80 en France. Et notamment, il y avait ça. Au-delà de quel horizon vas-tu chercher sans le savoir jusqu'où s'étend cette prison où l'être humain vit son histoire. Toi ton combat c'est le tennis. Eh ouais. Voilà, une autre époque, hein, incontestablement. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Vous aimez ? C'est Pierre Barou avec une chanson qui s'appelle Le tennis. Le tennis, très bien. On va écouter un autre petit bijou que j'ai trouvé en fouillant sur Internet. Alors vous allez devoir essayer de deviner de qui il s'agit. Il est au service, je suis au supplice, sur ce grand cours de tennis. L'arbitre tout là-haut note le scénario, vivement qu'on en finisse. Le voilà qui frappe. On va arrêter là, hein, je crois. Ouais. La voix est particulièrement agaçante. Alors, c'était marqué sur le pilote de l'émission, donc vous savez tous que c'était Michel Legrand. Hein, Michel Legrand, dont l'élégance a été vantée sur France Inter, notamment, si vous écoutez beaucoup France Inter, au moment de son décès. Et j'ai pas entendu cet extrait-là passer. Bizarre. Michel Legrand, les parapluies de Cherbourg, les demoiselles de Rochefort, et aussi ce formidable morceau, la partie de tennis. Bon, je vous épargne. Pour conclure, on va pas écouter un de ces bijoux de la chanson française. On va plutôt écouter un extrait de la BO du film La famille Tenenbaum de Wes Anderson, dans lequel Luke Wilson joue un ancien champion de tennis. Il porte constamment un bandeau autour du front pour montrer qu'il a été champion de tennis et qu'il est toujours un petit peu traumatisé par cette expérience. Donc tout de suite, on écoute Nico avec These Days. And all the times I had the chance to I stopped my rambling. I don't do too much gambling these days. These days
days I seem to think about how all the changes came about my way. And I wonder if I'd see another I don't think I risk another these days. These days. And if I seem to be afraid to live the life that I have made in sorrow, it's just that I've been losing so. I won't do too much scheming these days. These days I sit on cornerstones and count the time in quarter turns to 10. Please don't confront me with my failures. I had not forgotten them. C'était These Days de Nico. Vous êtes toujours dans l'émission Gol Volant sur Timbre FM 106.6. Bon, on va faire une petite pause. Hein, on va se faire une petite mi-temps. Ah, c'est génial, ce jingle, je l'aime trop. Ouais, c'est la mi-temps. On souffle, on respire. C'était une belle première mi-temps. Franchement, c'était très bien. Bravo. Chapeau, les gars. Intense. Intense, vraiment. Ouais. Grosse intensité. Là, c'est le temps de souffler, de s'étirer un petit peu. Buvez, les gars. Hein, buvez. De l'eau. Et pendant que vous buvez, eh ben, Flo va jargonner un petit peu. Oui, je jargonne un petit peu. Et donc, tu vas nous expliquer le jargon qui accompagne le basketball. Ouais. Eh ben, on va faire le jargon, on va le faire un peu comme un petit quiz. Ah. Ouais, mais gentil, hein, y a pas de, je compte pas les points, rien du tout. Pas d'enjeu ? Pas d'enjeu, aucun enjeu. Ok. Donc, le basket, c'est américain, comme vous le savez. Hein. Donc, on va commencer par le jargon plutôt américain. Donc, tu vas nous... Vraiment d'origine. Tu vas nous proposer des mots qui sont utilisés dans le basket. Exactement. Et nous, il va falloir qu'on trouve ce que ça veut dire. Ce que ça signifie. Voilà. Ok. On commence pas trop difficile, enfin, peut-être, j'en sais rien, un crossover. Ah, c'est pas un SUV ? C'est sûr, c'est sûr. En plus, je l'ai vu, je me suis dit, va me dire ça. Ah, c'est pas sur le basket. Crossover, c'est un équipe. On croise. C'est un changement de direction dans la trajectoire qui déséquilibre l'adversaire. C'est l'équivalent du dribble au foot. Voilà, c'est exactement ça. C'est réussir à dépasser un adversaire par le biais d'un petit tac-tac. On voit que le basketteur et le handballeur se rapprochent. C'est pas faux, ça. Il y a du dribble. J'imagine. Ouais. Il y a une autre expression qui est rigolote, c'est from downtown. Alors, vous avez vu l'accent, j'ai un accent assez... C'est plus en anglais, du coup, là ? From downtown. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? C'est une action. Un truc dans le ghetto, là ? La ville du bas. Musique forte. Ça vient de la ville du bas. Non, ça veut dire un tir à 3 points. Ah oui ? From downtown, c'est du centre-ville, ça veut dire genre tu chutes de vraiment loin. Ah oui. Tu vois, plus il est loin, plus il est éloigné de la ligne, plus il disait from downtown. Ah oui, moi je disais un shoot à 3 poinns. Merci. C'est vraiment des expressions de ricain, quoi. Ouais, c'est vraiment ricain. C'est très imagé. Dans la même idée un peu, c'est coast to coast. Genre du ça existe au foot aussi, pensez Maradona au foot. Ah, c'est quand tu mets la main. Non. Bah non, c'est le même match. Ah bah quand tu mets le pied. Il a fait une main en basket. C'est pas quand tu pars de ton demi-terrain. Voilà, tu pars de ta défense pour aller marquer de l'autre côté. Donc au foot, c'est vraiment très rare, mais au basket, ça arrive assez souvent. Le mec prend un rebond et hop, il remonte tout le terrain, donc de la côte
du bas à la côte du haut. D'accord. L'équipe d'en face n'a pas le temps de se mettre en place, donc il peut... Exactement. Une sorte de contre-attaque, mais tout seul. J'ai déjà vu 2 matchs de basket dans ma vie. Hein. Ouais. On fire. Ça, c'est utilisé pas qu'au basket. Le mec, il est chaud. Ouais, il est vachement fort. Mais plus précisément, c'est flow le samedi soir. Au basket, plus précisément, au basket, ça veut vraiment dire tu rentres tout. En français, on dirait, des fois, on dit la main chaude. Flo aussi, le samedi soir, il rentre tout. Oh non, la vache. Ok. Vous êtes bien sur RMC. Non, mais la main chaude, mais en français, c'est vraiment hyper nul, quoi. Oui, mais on dit ça, voilà, laisse-nous tranquille. Alors, celle-là, elle est connue, même des gens qui font pas du basket, un airball. Oui, le ballon passe à côté. Voilà, le ballon ne touche rien. Ah oui, comme un tir où le ballon mais avec un ballon, quoi. Voilà. Et j'ai lu sur internet que en français, on pouvait dire, moi je l'avais jamais entendu, mais un sous-marin, c'est assez drôle aussi. Ah oui. Hein? Voilà. Oh, Julia, je vois pas le rapport, je peux pas faire de blague là du coup. Et en dernier en anglais, buzzer beater. C'est le tir à la fin du match. Exactement. C'est quand tu tires, le buzzer n'a pas encore retenti. Parce qu'il faut que ça quitte tes mains sans que le buzzer n'ait retenti. Le buzzer retentit pendant que le ballon est en l'air et flac, il rentre. Et c'est encore mieux quand genre il y a égalité, voire tu as un point en dessous. Il peut finir sa trajectoire alors que le buzzer a déjà retenti. Exactement. Et en NBA, le panier devient rouge. La salle explose et c'est... Tu peux faire un buzzer beeper from downtown aussi alors. Exactement. Yes. Ouais, ça fait des combos. Voilà. Et puis pour finir, un petit peu plus croustillant, un peu plus français. Voilà, les petites expressions qu'on peut trouver sur les petits terrains quand t'as un mettre la main au panier carreau, tu vois, même s'il n'y a pas de club de basket, je pense, mais un Gerd Hermel, tu vois. Ah oui. Donc il y a dans la peinture. C'est sous le panier, ça, non? Ah putain, il sait tout, merde. Non, c'est exactement ça, c'est sous le panier parce que traditionnellement aux États-Unis, les raquettes, on appelle ça la raquette sous le panier, est peinte aux couleurs de l'équipe et tout ça. J'ai dû me déconcentrer à cause de la blague de Julien. Ouais. Alors, est-ce que je peux avoir la question et la réponse? J'ai pas compris. Alors, dans la peinture, quand on dit une action s'est passée dans la peinture ou quelque chose comme ça, voilà, je réexplique. Hein. Ouais. Et du coup, c'est parce que la raquette, c'est la zone qui est en dessous le panier. Ouais. Et en général, aux États-Unis, voire même en France, elle est peinte d'une couleur différente que le reste. Mais du coup, pendant un Cholet-Villeurbanne, tu peux avoir une main chaude dans la peinture. Ok, vous faites sur des combos, d'accord. Ok. Merci. Tu fais croix, triangle. Ouais. Une claquette, ça c'est assez facile. Batou en a fait une au JO. La petite claquette, merci Julien, personne ne voit, c'est de la radio. Taper sur la balle quand il l'a dans la main pour le... ça peut être plus ou moins ça, mais la petite claquette, c'est vraiment le tout petit truc qui vient pousser la balle contre le panneau au moment où le mec vient la mettre pour la mettre dans le panier. Ah, pour l'enlever, c'est un geste de défense. Exactement. Batou en a fait une très belle contre la Lituanie ou quelque chose comme ça, au JO, demi-finale. Alors, le poignet cassé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Une blessure? Non. On y est, c'est exactement ça. Ouais, c'est le shoot, la position de la main quand tu shootes, notamment à 3 points. Quand on shoot, on apprend ça aux gamins et tout ça. Tac, on laisse son... On voit pas, Flo, c'est la radio. Je t'emmerde. Du coup, envoyer un saucisson, ça c'est très bien. Une mauvaise passe. On m'a dit, moi je l'avais jamais entendu, mais que c'était un mauvais shoot principalement. Ah oui. Vraiment un shoot qui part dans. T'envoies un tous les saucisson sens. sous-marin. Voilà, tu peux envoyer un. Je le fais avant que quelqu'un le fasse, un saucisson airball. C'est possible aussi pour le coup. Oui, sous-marin, oui. Ouais. Une brique, c'est imagé. Ah, c'est un journal. La brique à Lille. Un fromage de chèvre. Ok les gars. Le but est de ne pas répondre. Construire un mur et comme ça les gens ils peuvent pas marquer. Droit, c'est hyper imagé. Hein. C'est un gros, ça on l'utilise souvent. Un gros shoot bien bourrin, tout droit, pas en cloche dans la planche. Quoi. Bam, tu as le truc, le ballon repart de l'autre côté. Quoi. Ça c'est une bonne brique. Souvent les mecs sont pas très bons. Ceux qui font ça. Quel est l'intérêt de faire ça? Ah bah il y a des gars qui font ça. Après, c'est ta première année de basket, t'as 25 ans, il y en a. Ah oui, c'est tu vois, tu sais pas tirer en cloche, tu t'envoies une grosse brique dans le panier. Une bâche, c'est pas mal utilisé aussi au basket. C'est un contre sur un shoot. Ah oui. On dit, putain, il s'est fait bâcher là. Ouais. Grosse bâche. Quand Batum, il a fait ça, quoi. Alors lui, c'était plus une claquette. C'est plus un une peu claquette. différent. La bâche, c'est vraiment Rudy Gobert en mode le ballon, bam, il lui remet le ballon sur la gueule. Rudy Voleur. Mais rien en sport, heureusement que je suis là quoi, pour remettre un peu de niveau. Un croqueur, j'ai presque fini. Un croqueur. Mais ça, on peut l'utiliser dans tous les sports. En vrai. Quelqu'un qui fait des sous-marins tout le temps, quoi. Non. Oui, quelque part, si. Joli. Non, mais un croqueur, c'est ça, c'est le mec, c'est le perso dans la cour de récré. Si on revient sur goal volant, voilà, c'est vraiment le mec, il a tout fait. Mais en général, quand c'est dit, c'est plutôt négatif. C'est-à-dire, genre, il a tout fait, mais on a perdu le match, quoi. Ah oui. Ouais. Voilà. Et puis, on finit par un petit écran 16/9. Ça, c'est une il l'a bloqué. télé. Il l'a bloqué en très grand. Alors, au basket, on peut faire des écrans.
Ah oui. Et voilà, et un écran 16/9, c'est quand c'est fait par un mec assez balèze. Tu t'es pris un gros écran d'un mec qui a les épaules bien larges et t'as vraiment pas pu passer. Voilà. Ok, merci Flo. On a beaucoup appris. Vraiment. Moi, je pense quand même qu'on peut dire, alors même s'il n'y avait pas de vainqueur et de perdant, je pense qu'on peut quand même dire qu'Alban a gagné. Alban, c'était très sérieux. J'ai l'impression aussi. Et je pense qu'on peut dire que Julien a perdu. Oui. Ah, il y avait. Pourquoi ? Parce que c'était pas en lien avec le basket la plupart du temps, ce que tu disais. Ouais. Allez, reste avec nous quand même. Merci, Julien. Ça va bien se passer. Bon, est-ce que vous êtes chaud ? Allez. Oui. Ouais, c'est bon, tout le monde est bien, tout le monde est partant. On part pour la deuxième mi-temps. Écoutons, regardons. Pour cette deuxième mi-temps, deux chroniqueurs. Flo, tout à l'heure, va nous parler d'une vilaine manie qu'il a, qui consiste à être supporter. Exactement. Donc il va nous en parler, puis après on en débattra un petit peu, voir un peu quels sont nos ressentis, nos avis là-dessus. Mais tout de suite, on va écouter la chronique d'Alban. Tout d'abord, plantons le décor. Sao Paulo, Brésil, 1981. Depuis plus de 25 ans, le Brésil, cette immense terre d'Amérique du Sud, vit sous la tutelle d'une dictature militaire qui a pris le pouvoir en 1964 à la faveur d'un coup d'État. Comme souvent. Alors autant dire que le Brésil est au cœur d'un véritable calvaire politique. Enfin, sauf pour les fans de dictature. Mais je crois pas qu'il y en ait beaucoup autour de cette table, du moins pas que je sache. Alors Sartre, pas Romain, défenseur de l'Olympique Lyonnais, mais Jean-Paul... Pas confondre les deux. Oui, Jean-Paul, donc le philosophe, a dit un jour « Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation allemande ». Eh bien, c'est à peu près ce qui s'est passé avec l'histoire, ou plutôt devrais-je dire le mythe, de la démocratie corinthienne. Alors ça sonne comme un dialogue de Platon, mais c'est pas un bouquin, c'est l'histoire réelle d'une aventure inouïe qui n'a eu aucun équivalent dans l'histoire du football et même du sport en général, à ce que je sache. Cette aventure, c'est celle de Socrates et ses potes du club des Corinthians de Sao Paulo qui, au début des années 80, ont tenté et réussi le pari d'autogérer un club de football en s'inspirant du modèle antique de la démocratie directe. Alors rentrons un peu plus avant dans les faits, car je sais que j'ai affaire à des gens exigeants ici. Je vais commencer par les acteurs du drame. Alors, l'histoire humaine, c'est avant tout le théâtre de personnages exceptionnels qui ont su renverser le cours des événements. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est ce brave Hegel, philosophe allemand et donc incompréhensible. Mais il est clair sur ce point, l'histoire c'est l'affaire des grands hommes. Or, en 1981, à Sao Paulo, il y en a quelques-uns de cette trempe. La démocratie corinthienne, donc du nom Corinthians, c'est d'abord l'histoire d'un certain Pires. Alors pas Robert, qui à cette époque devait faire des ravages au sein de la section poussin du FC Metz. Non, pas Robert, mais Valdemar Pires, président du club des Corinthians de Sao Paulo depuis novembre 1981. Donc ce bon Valdemar prend, à peine arrivé au pouvoir dans son club, une décision historique et téméraire, celle de nommer au poste de directeur sportif un sociologue. Oui, vous m'avez bien entendu, un sociologue de 35 ans, qui plus est, répondant au doux nom d'Adilson Monteiro Alves. Donc imaginez un Frédéric Lordon à la tête du projet sportif du PSG, et vous aurez une idée du caractère subversif de cette nomination d'Alves à la tête des Corinthians. Alves n'est pas seulement sociologue, c'est également un dissident. Le gars a fait de la tôle durant sa jeunesse pour avoir gueulé un peu trop haut et trop fort contre la dictature. Son idée de génie est d'utiliser le football, ce miroir grandeur nature de la société brésilienne, comme lieu d'expérimentation politique, et plus précisément comme le lieu du déploiement d'un contre-modèle politique. En opposition au régime autoritaire donc, qui est en place, à la dictature, Alves, le sociologue, décide de remplacer le modèle de gestion verticale du club en un modèle horizontal, complètement démocratique, où toute décision concernant la vie économique ou sportive du club est débattue et votée par l'ensemble des membres de la structure professionnelle. Alors non seulement bien sûr les dirigeants, les joueurs, mais jusqu'aux agents d'entretien, aux kinés, bref, c'est tout le club qui prend les décisions. Donc on a un peu ici le contrat social de Rousseau en grandeur nature. Bon, après, la mayonnaise aurait très bien pu ne pas prendre. Je vais être mauvaise langue, mais je ne sais pas si avec un Neymar ou un Coutinho, les choses auraient pris la même tournure. Alors, c'est un peu méchant. Hein.
Il a fallu une véritable rencontre, comme l'histoire en fait peu. Donc celle de ce sociologue, Alves, avec un groupe exceptionnel de joueurs, donc les joueurs du Corinthians de l'époque, un groupe de joueurs assoiffés de liberté, et dont le leader n'était autre que le grand frère de Rai, le bien nommé Socrates Brasileiro. Alors 2 mots sur ce Socrates, grand frère de Rai. On peut dire que le gars a la tête et les jambes, comme dirait Jean-Michel Larquet. Déjà, il doit son surnom à un père fan de philo et du régime soviétique, ce qui pose son nom. Et puis, Socrates, il est aussi brillant avec le ballon qu'avec les idées. Dans les 2 cas, c'est un meneur de jeu. Avec Alves, le directeur sportif, c'est le coup de foudre. Les 2 amis seront les piliers de la démocratie corinthienne, en compagnie d'autres personnes comme Zé Maria, l'entraîneur-joueur, et 2 footballeurs gauchistes, mais pas gauchers, Vladimir et Casagrande. Alors après cette présentation des acteurs, le scénario, le drame. Pendant 4 belles années, de 1981 à 1985, l'équipe des Corinthians de Sao Paulo va vivre une expérience d'autogestion unique en son genre. Comme prévu par le sociologue Alves, tout le personnel du club se réunit régulièrement et décide ensemble de ce qu'il faut faire. Alors qu'est-ce que ça a donné ? La première mesure concerne la base, c'est-à-dire la thune. L'intégralité des recettes et du sponsoring est redistribuée de façon équitable à l'ensemble du personnel. Alors il faut savoir qu'à cette époque au Brésil, les footeux sont des prolos. Ils sont en majorité en dessous de la moyenne salariale du pays, qui est déjà pas grandiose. Donc là, Karl Marx aurait dit que le capital revient un peu plus dans les mains du travail. La seconde mesure, après donc cette première loi concernant l'argent, la seconde mesure votée par tout le club réuni en assemblée, c'est l'élection de l'entraîneur. Alors l'idée est de ne pas se retrouver avec un Claude Puel, un gueulard autoritaire sur le banc. Et du coup, le plan anti-casse-couille réussit avec l'installation d'un entraîneur-joueur qui fait l'unanimité, un certain Zé Maria. Mais parmi toutes les mesures novatrices générées par le processus démocratique des Corinthians, la plus symbolique est peut-être celle qui a permis la suppression des mises au vert au profit d'une responsabilisation des joueurs. Les fameuses concentração, excusez l'accent portugais, ces journées de confinement d'avant-match sont annulées. Le message est clair, laissez-nous picoler, festoyer tranquille avant les matchs et ça se passera bien. Ce qui est le cas. Car la démocratie corinthienne, c'est aussi l'histoire d'une réussite sportive. D'après les commentateurs, et notamment l'écrivain uruguayen Galenao, sorte de Thierry Roland à la sauce Victor Hugo, le jeu de Socrates et ses potes est le plus chatoyant du pays. Les résultats suivent. Mal en point au départ de l'aventure, l'équipe remporte 2 ans plus tard, en 1983, la finale du championnat pauliste qui rassemble les équipes de Sao Paulo. Et alors à ce moment-là, les joueurs entrent sur le terrain avec une banderole sur laquelle seront inscrits ces mots mythiques « Gagner ou perdre, mais toujours en démocratie ». Ça sonne mieux que les slogans ultra consensuels que l'on a actuellement, du type « Football against racism » ou « La violence, c'est pas bien », etc. C'est un peu plus précis, on va dire. Alors, comme toute belle histoire, celle-ci, elle a une fin. À la fin de l'année 1984, Socrates, la star de l'équipe, est pisté par le club italien de la Fiorentina, qui propose des millions de dollars pour le récupérer. Alors encore une fois, la politique va s'inviter, car Socrates ne sépare jamais politique et football. Alors en cette fin d'année 84, la démocratisation du pays au Brésil est en marche. Un référendum est proposé au peuple, qui est invité à choisir entre 2 types de suffrage universel direct ou indirect. Alors Socrates pose un ultimatum au peuple. Il dit si vous votez pour le suffrage universel direct, eh bien je reste au Brésil. Et si vous ne votez pas pour le suffrage universel direct, mais pour le suffrage universel indirect, je pars à la Fiorentina. Et donc c'est le suffrage universel indirect qui l'emporte, et donc Socrates s'en va pour l'Italie. Alors sans sa tête de gondole, sans son meneur d'hommes, l'expérience démocratique tourne court, et en 1985, les architectes du projet, donc le président Pires, ceux dont j'ai parlé au début, et son acolyte Alves, sont fichus dehors au profit de dirigeants au profil plus classique, qui remettent le club dans les clous d'une gestion verticale à la papa, en mode start-up, quoi. Voilà, donc je vous ai raconté la belle histoire des Corinthians. Alors en fin de compte, pour conclure, que penser de tout ça ? À mon sens, on peut voir les choses de 2 manières. Alors contradictoire, bien sûr, vieille habitude de prof de philo. C'est le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, la célèbre théorie que l'on connaît. Alors première lecture. On peut se dire que le grand méchant capitalisme l'a emporté et a broyé le mouvement d'autogestion qui s'était mis en place. C'est quand même les dollars made in Serie A de la Fiorentina qui ont eu raison de la motivation de Socrates de continuer l'aventure. Et puis, le fait que le départ de ce dernier signe la fin de l'aventure montre aussi la fragilité quand même de l'expérience qui tenait beaucoup sur les larges épaules médiatiques du génie Socrates.
Cependant, on ne peut pas nier le fort impact que cette expérience a eu sur le devenir politique du Brésil. La démocratie corinthienne a accompagné le mouvement de démocratisation du pays, donc mouvement lancé à la fin des années 70 et qui se concrétise en 1985 avec le retour de la démocratie. Alors on peut même penser que les Corinthians de Sao Paulo ont joué un rôle majeur dans ce retour de la démocratie. Alors de manière directe d'abord par les diverses actions médiatiques qu'ont entreprises les joueurs et qui ont d'ailleurs accompagné ces joueurs l'essor du futur président socialiste Lula. Mais l'expérience des Corinthians a avant tout prouvé au peuple brésilien, à l'opinion publique du pays, toute l'efficacité du modèle démocratique, tant par les bons résultats sportifs qu'ils avaient que par le dynamisme et la joie de vivre qui les portaient. Et au vu de l'importance qu'a le football dans la vie sociale brésilienne, c'est un point décisif. Alors pour finir, je vais laisser la parole à Socrates dans une interview célèbre, parce que je ne vois pas comment mieux dire les choses que lui. A posição é boa, pode virar, deixou pro pé direito, doutor, atenção, bateu, tocou. Le plus important, c'était le fait de parler de politique avec le langage du football dans un pays ignorant et mal éduqué. Le langage du foot est universel dans ce pays. Il nous unit. À partir du moment où tu montres quelque chose qui peut être assimilé par des gens de différents niveaux socio-éducatifs, ça devient un vecteur d'éducation fantastique. Je crois que c'était l'aspect principal du mouvement. Ça a permis une meilleure compréhension de la notion d'action politique, tout en provoquant le changement que le pays exigeait. Hoje nesse desafio, o perdedor vai correr. Entre Corinthians e São Paulo eu quero ver o pau comer. E hoje nesse desafio, olha, o perdedor vai correr. E entre Corinthians e São Paulo eu quero ver o pau comer. Sou um filho São Paulino, o São Paulo é time honrado. Sua fama é muito grande, é a maior do estado. Tricolor é boca quente, não fica no puxa-puxa. Não é igual ao Corinthians, um clube de bola murcha. Sou filho corintiano, olha um time que vale 1000. Super campeão paulista, o maior desse Brasil. O Coringa é massa, o clube do nosso povo. Não é igual ao São Paulo, um time de baba-ovo. Hoje nesse desafio, o perdedor vai correr. Entre Corinthians e São Paulo eu quero ver o pau comer. Esse time do Corinthians é clube de pé rapado. Só tem gente da ralé, cheio de cabra safado. Só tem tristeza e miséria, um clube de indecente. Uma mala no estádio, esse bando de indigente. Esse tal de São Paulino é um torcedor metido que só pensa em riqueza e leva do mais comprido. São Paulo é galo velho, que não manda no terreiro. Tá vivendo só do nome, tomando no feijoeiro. Hoje nesse desafio, o perdedor vai correr. E entre Corinthians e São Paulo eu quero ver o pau comer. No Corinthians tudo é feio, parecendo um caburé. É um time fedorento, com catinga de chulé. Mosqueteiro e boiola, torcida não tá com nada. Um lote de bagunceiro só toma na feijoada. São Paulo pisa na bola, é pó de arroz sem graça. Sendo um time de chibungo, roda a bolsinha na praça. Tem um povo esquisito, de Cornélio e Sabatão. Tá cheinho de traveque, lotado de cafetão. Hoje nesse desafio, o perdedor vai correr. E entre Corinthians e São Paulo eu quero ver o pau comer. São Paulo é diplomacia na arte de jogar bola. Corinthians é de maloqueiro, povo ruim da cachola. É subdesenvolvido, preto e branco desbotado. Um timinho meia boca de pinguço e viciado. Corinthians é time macho, trabalhador competente. Donzelo lá não encosta, pois a boca é muito quente. Na arte do futebol, Coringão é soberano. Não tem homem no São Paulo e chama um corintiano. Hoje nesse desafio, o perdedor vai correr. E entre Corinthians e São Paulo eu quero ver o pau comer. O São Paulo é conhecido por nosso Brasil inteiro. E quem conhece Corinthians é boçal e cachaceiro. São Paulo trabalha a bola com maestria e plano. Depois encaça pra ela no fundo corintiano. O São Paulo só tem nome, quem representa o estado. O seu futebol faliu, já faz tempo tá lascado. Esse time de mofino, mascarado e viril. Mais respeito com Corinthians, o maior desse Brasil. Hoje nesse desafio, o perdedor vai correr. Entre Corinthians e São Paulo eu quero ver o pau comer. E hoje nesse desafio, o perdedor vai correr. E entre Corinthians e São Paulo eu quero ver o pau comer. Hoje nesse desafio, o perdedor vai correr. E entre Corinthians e São Paulo eu quero ver o pau comer. Hoje nesse desafio, o perdedor vai correr. E entre Corinthians e São Paulo eu quero ver o pau comer. Hoje nesse desafio, o perdedor vai correr. Entre Corinthians e São Paulo eu quero ver o pau comer. E hoje nesse desafio,
Alors là, c'était Caju et Castagna, donc deux chanteurs brésiliens qui chantaient donc une chanson en l'honneur des Corinthians, Sao Paulo et Corinthians. Bon, je vais laisser la parole au coach. Vas-y, Jérôme. Merci Alban, vraiment, c'était une histoire dont j'avais déjà entendu parler, mais pas autant en détail. Je l'ai trouvée touchante et un peu, je sais pas, réjouissante, porteuse d'espoir. C'était... Ouais, c'était le but, de vous placer au cœur de l'expérience. Ouais, puis Frédéric Lordon dans l'organigramme du PSG, je demande à voir, je trouve l'idée intéressante. Moi aussi. Bien, on attaque vraiment la toute fin du match. Donc on reste concentré, on se relâche pas, évidemment. Et puis maintenant, on va écouter Flo. Oui, je suis supporter. Voilà, je pratique cette activité qui peut te gâcher une journée, une soirée, un week-end, voire plus, juste parce que l'équipe que tu supportes a perdu. Comme si toi, tu avais perdu. Et même pire, car tu n'as pas vraiment eu d'influence sur le match. Bah non, t'as juste gueulé devant ton écran, t'es supporter. Donc oui, je suis un supporter solitaire, d'ailleurs. Car tout le monde autour de moi, ou presque, puisque maintenant je vous connais un petit peu quand même. Donc tout le monde autour de moi s'en fout, mais alors s'en fout royalement. Ma famille, la plupart de mes amis. Du coup, j'ai développé un supporterisme un peu honteux, un peu caché, très 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 solitaire. D'ailleurs, une fois, j'ai vu un interview de Bruno Solo, je crois, qui disait que les gros matchs, genre finale de Coupe du Monde, il ne pouvait pas les regarder, autrement que tout seul, et je comprends tout à fait. Par exemple, j'ai regardé la finale de la Coupe de France tout seul sur mon canapé avec mes écouteurs sur mon téléphone portable, véridique. Ma meuf regardait à côté une série, tranquille, enfin presque tranquille, parce que dès que mon équipe marquait un but, et je hurlais comme un débile, et du coup, je me faisais engueuler. Voilà ma vie de supporter. Voilà, c'est un peu un résumé de mon supporterisme, un plaisir solitaire, je sais pas si c'est la bonne expression, et qui fait un peu chier les gens autour de moi. Pardon. C'est même devenu une blague entre ma mère et ma femme de savoir quand je tire la tronche si c'est du fait que le Stade Rennais a perdu ou si c'est pour autre chose. Véridique aussi. Ah oui, je ne l'avais pas encore précisé. Je supporte le Stade Rennais, les Rouges et Noirs. Je suis tellement supporter de cette équipe que je ne peux pas l'expliquer. Être supporter, c'est ça, je crois aussi, un manque d'objectivité totale. Je peux dire à un supporter de Nantes très sérieusement, mais comment tu fais pour supporter cette équipe ? Car vraiment, sincèrement, je ne comprends pas. Pour moi, le Stade Rennais, c'est la plus belle équipe au monde. Le pire, c'est que quand je croise quelqu'un trop à fond Stade Rennais, j'ai un peu honte pour lui. Et je me dis que quand même, la casquette, le fanion au rétroviseur et l'écharpe autour du cou, ça fait quand même beaucoup. Pour moi, il faut savoir être discret. Je pratique un supporterisme souterrain, un supporterisme par écran interposé. Peu ou pas de présence au stade, pas de poster chez moi, attention, pas de drapeau collé au fond de ma cabine de camion parce que... Oui, en plus, je suis routier. Merci. Je crois même que j'en ai un peu honte au fond. Au fond, même si je vais plus loin, je voudrais ne pas être supporter, vraiment. Ne pas souffrir quand ils sont nuls, ne pas savoir que je vais souffrir quand ils sont bons et enchaîner les victoires, car je sais qu'à la fin, ils vont finir par perdre. Je vous rappelle qu'on parle du Stade Rennais quand même. C'est horrible, je voudrais qu'ils gagnent tout le temps, genre 6-0 à chaque fois. À chaque fois, je comprends jamais quand ils perdent. Et quand ils perdent, c'est comme si je perdais moi-même, comme si on me disait au visage droit dans les yeux « Mais t'es nul à chier, mon gars !» J'aurai l'occasion ici de reparler d'être supporter, car il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est un sujet passionnant, car sans supporterisme, pas de passion, pas de consommation, pas de sport professionnel comme on le connaît à notre époque. Enfin bref, c'est immense. Mais au fait, les gars et vous êtes supporter ? Ah, c'est compliqué. Je crois qu'un peu. J'aimerais ne pas l'être, mais je crois que je le suis. Ouais, pareil, je crois que je le suis malgré moi, du fait de Racine, Racine locale. Ouais, vous parlez pas de Guingamp, là, quand même. Les vrais Rouges et Noirs, ouais. T'as parlé de Rouges et Noirs, c'est en avant de Guingamp. Alors, pourquoi j'ai fait cette chronique devant eux ? Ok, et toi, Jérémy ? Moi, je suis un peu supporter, mais ça va. Enfin, de manière un peu plus mesurée que ce que tu viens de décrire, je crois. Pour quelle équipe, par exemple ? Et quel sport aussi ? C'est un peu nul, mais par exemple, j'en ai déjà parlé, mais l'équipe de France de handball, c'est très patriote. C'est pas, voilà, j'en ai presque un peu honte parfois, mais voilà. Ça, on peut dire, peut-être sauf Julien. Je sais pas. Enfin, Julien, tu supportes une équipe peut-être ? Bah oui. Ouais, dis-moi. Ouais, carrément. Dis-moi ta connerie. Vas-y. Moi, j'ai supporté le FC Metz.
Plus qu'hier et moins que demain, toujours fier d'être messin. Les Grenats. C'est vrai. Les Grenats, Robert Pires, on en parlait tout à l'heure. Ouais, c'est le premier truc que j'étais là. Oh, je connais. D'accord. Ça fait 2 fois que tu dis ça. Ah ouais, et en fait, je deviens un sportif. Tu connais des choses. Voilà, mais c'était en 95. Ok. Par contre, Julien, je suis de Nancy, moi, en fait. Ah, donc ça. Oh putain, ça fait 2 derbys sur le même On plateau. est sur une double battle, ouais. Voilà, le derby de l'Est et le derby qui de va l'Est. descendre en national, ça, bref. Et du coup, pour finir, sur le côté France, patriote et tout ça, je pense qu'on est quand même plus ou moins tous... Enfin, moi, je sais que j'en ai pas parlé là, mais que le supporterisme au niveau... dès que c'est les Bleus, quel que soit le sport, c'est marrant parce que le curling, n'importe quoi, la fléchette, je suis derrière eux, quoi. Enfin, si je suis le match, quoi. Ouais. Alors moi, j'aurais une théorie là-dessus, si tu me permets d'intervenir dans ta chronique. Ok. Alors c'est juste que je me dis que, par exemple, les Jeux Olympiques dans la Grèce antique ont été créés pour faire que, finalement, la guerre qui se passait réellement entre les cités, eh bien, elle se passe sur le terrain du sport. Ouais. Donc peut-être qu'il y aurait une façon de vivre certains antagonismes de manière moins violente que la guerre. C'est peut-être finalement une bonne chose. Ah bah, grave. Moi, je ne le mets même pas au niveau de théorie, mais j'entends. Hein, mais c'est vrai que c'est sûr, le foot en particulier, ou le rugby, des gros sports comme ça. Ouais. Mais pour autant, où il y a fond du sport, là, il y a quand même la guerre aujourd'hui. Du coup, ça marche pas, votre théorie. C'est con. Et peut-être qu'il y en aurait plus s'il n'y avait pas le sport. Ah ouais, peut-être. Ouais. Ah ouais, c'est pas con. En tout cas, j'ai trouvé ça assez touchant, la manière dont tu en parlais, Flo. Alors, touchant et... triste aussi, enfin vraiment. Non, c'est juste, je trouvais que tu en parlais presque, on a l'impression comme d'un enfant. Oh, le Stade Rennais, on a l'impression que c'est un peu ton enfant, c'est le plus beau. Bah, c'est rigolo. J'ai pas d'enfant, mais je trouve que ça rapproche ça de paroles que je peux entendre de parents où le manque d'objectivité. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. On a l'impression que, enfin, c'est pas choisi, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui se. Bah, ma famille du bassin rennais, je pense qu'il y a ça aussi, il y a un côté très familial. Oui. Dans le fait de supporter une équipe. Voilà. Ouais. Il y a vraiment un truc de génération en génération. Oui, je pense qu'on choisit pas son supporterisme. Bien sûr. On tombe dedans. Ouais. On le subit. Peut-être même. Ouais. Café philo, peut-être. Mais après, il y a quelque chose. Enfin, Alban et moi, donc, on vient de Guingamp. Alors, on n'est pas très supporters, je pense, tous les deux. Mais on a toujours un regard. Ouais. Moi, je sais que j'ai toujours un petit regard sur le classement. Sur le classement de la Ligue 2, pour le coup. Ouais. Je ne le regarde que pour voir qui est potentiellement va monter en Ligue 1. Je parle de football. Ouais. Et où est placé Guingamp. Je pense que s'il n'y avait pas Guingamp, je ne regarderais pas. Ouais, mais oui. Alors que par ailleurs, quand on a grandi à Guingamp, qui est une bourgade qui est tournée uniquement vers le foot, c'est quelque chose qu'on regrettait à l'adolescence, même en étant nous-mêmes footeux. Oui, finalement, le recul a peut-être nourri notre supporterisme, le fait d'être parti de la ville, paradoxalement, c'est vrai. Oui, et aussi parce qu'il est peut-être comme le tien, un peu... nostalgique. Ouais, et puis souterrain aussi. Ouais, on fait pas partie du... Tu l'exposes pas forcément. Mais les supporters qui s'exposent, justement, qui exposent leur supporterisme, c'est comme ça qu'on dit, c'est quand même plus développé dans le foot, non ? Que dans d'autres sports, j'ai l'impression. Rugby, je pense, dans le sud, quand même. Ouais. C'est les 2 gros sports au niveau des supporters, je pense. Mais c'est vrai que c'est un des rares sports où les gens affichent ça, même quand il n'y a pas un événement en lien... Oui, c'est ça, et puis c'est presque culturel. Bah, le foot, en particulier, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est culturel, ouais. Donc il y a un lien au-delà du match. Quand tu vois les ultras, il y en a, ils regardent même pas le match. Ils sont là, enfin, c'est aussi des groupes de gens, des assos qui font plein de choses, voire même c'est très limite parce qu'il y a beaucoup d'ultras qui sont un peu très à droite. Et du coup, c'est au-delà du foot, en fait, tout ça, même ce qui se passe dans le stade et tout ça, quoi. Ça, il suffit d'aller au stade pour s'en apercevoir. Celui qui fait chanter le COP, généralement, il passe son match, dos au match. Ouais. Bon, généralement torse nu, ça, je comprends toujours pas pourquoi. Mais il a chaud. Et il a très chaud parce qu'il fait chanter tout le monde, mais il ne regarde quasiment pas le match. Ouais. Alors moi, j'aurais une question sur le supporterisme que je me pose et que je vais vous poser. C'est lorsqu'un club coupe toutes ses racines avec le territoire dans lequel il évolue. Alors je pense au PSG, qui quand même est passé sous bannière qatari, et donc on voit plus trop le lien avec l'Île-de-France. Il y a de moins en moins de joueurs qui viennent de l'Île-de-France. Alors est-ce qu'un supporter peut rester supporter, même s'il y a cette coupure avec l'ancrage local ? C'est une question que je me pose. Il y a à Manchester United, quand ça a été racheté par les Américains, par un fonds de pension, un truc comme ça, énorme américain, ils ont créé un autre petit club à côté, et il y a plein de supporters qui sont barrés dans ce club-là. Ouais. Pour pas, je crois qu'à Paris, il y a un truc un peu pareil, mais c'est moins gros qu'à Manchester. Mais oui, bah, évidemment, la question se pose.
C'est quand si on mène une réflexion sur sa manière de supporter, parce qu'on supporte aussi justement parfois juste par réflexe, par habitude, Puis Paris, c'est quand même une ville internationale pour le coup. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme l'Inter de Milan, c'est mis carrément dans le nom du truc, c'est international, quoi. Ouais, mais t'as l'exemple de Marseille, par exemple, où il y a plein de gens en France qui sont supporters ou supportrices de l'OM, alors qu'ils n'ont aucune espèce de racine de Marseille, quoi. A priori, en banlieue parisienne, c'est moite-moite entre les supporters de Marseille. Il y en a beaucoup de supporters de Marseille. Ouais. Partout. Je sais pas, c'est vrai qu'il y a un truc. Il y a eu Lyon aussi, quand ils ont été beaucoup champions de France. T'as des mecs qui disent moi je suis pour Lyon, ils n'ont jamais mis le pied à Lyon. T'as Monaco, il y a des équipes comme ça. Tu vas pas trouver de supporters du Stade Rennais, à part s'il vient de Rennes de base. Mais en France, enfin je veux dire hors le bassin rennais, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a le drôle d'idée. Mais non, mais il y en a, mais ils sont pas supporters du Stade Rennais parce qu'ils ont kiffé devant les matchs, quoi. C'est ce que je veux dire. Après Marseille, je sais pas si ça correspond pas aussi à l'époque de Jean-Pierre Papin. Julien, tu connais Jean-Pierre Papin? AP1. Ah ouais, carrément. Merci de me réveiller parce que là j'étais en train de... Mais après on pourrait poser la question de pourquoi on supporte pas aussi, quoi. Faudrait l'aborder dans ce thème-là, je pense. Ça m'intéresse vachement plus. N'empêche qu'il y a un sentiment d'appartenance. Je pense que les gens ont besoin d'appartenir parfois à quelque chose. Moi, je me dis vraiment, je l'ai pas mis dans la chronique, mais quand on perd et que je nous ai trouvé nuls ou quoi, déjà je dis on, tu vois, comme si j'étais sur le terrain. Ah, ça j'adore. Ça j'adore. Et quand ils perdent, je veux dire ils maintenant. Quand ils perdent, j'ai vraiment une sensation le lundi, tu vois, que je joue au boulot, tout ça, que je me dis tous les gens se disent que Rennes est nul en fait. Que la région. Non, mais ça, je me livre. Voilà. Et quand c'est l'inverse, je me dis, c'est trop bien. Tu sais, je suis là en train de conduire dans la région rennaise, je me dis, c'est trop bien d'habiter là, on vient de gagner contre Clermont. Il y a des psychologues du côté de Brin, de Reims-sur-Vilaine. Je me dis pas vraiment ça, c'est une sensation. Ouais, c'est une sensation. Genre, putain, la vie est belle de vivre ici parce qu'on est fort au foot. Mais tu le ressens dans ton corps, en fait, c'est ce que tu dis. C'est ridicule, mais je le ressens. Mais j'ai l'impression qu'il décrit vraiment un premier amour, quoi. C'est-à-dire qu'il a rencontré quelqu'un et la vie est merveilleuse et le ciel est bleu et le vent est doux et que, par contre, si ça marche plus, c'est fini, tu vois. C'est horrible. Mais oui, c'est un peu ça. Enfoiré. Non, mais je fais pas. Moi, je trouve ça assez touchant. On va arrêter là. Ouais. Merci Flo, en tout cas, de t'être livré comme ça. C'était, je sais pas, ça interroge chez pas mal de fans de sport leur rapport aussi à tout ça. Et puis, bon, c'est la fin du match. On va pouvoir enfin passer à l'essentiel dans le sport. Va chercher le pack de bière. Alors là, il a pas vieilli, hein, ce tube de Thierry Roland. Il était déjà ringard au moment de sa sortie, mais là, On est parti pour une belle troisième mi-temps. Alors, vous l'avez entendu à plusieurs reprises pendant l'émission, la troisième mi-temps va être animée par notre trublion, Julien. Julien, c'est à toi. C'est pour moi, c'est la chronique finale. Ouais, c'est moi le coco du groupe, le Cotarep. Voilà, donc moi j'ai un petit jeu à vous proposer, un petit quiz sport ou pas sport. Alors juste comme ça, là c'est dégustation du début, l'ornithorynque du sport. Si je vous parle de ça, des poteaux de rugby, un gardien de foot en dessous, un ballon rond, des passes en manchette de volley, des dribbles comme au basket. Et oui, c'est bien un sport, c'est... Le football gaélique. Le football gaélique, voilà. Je trouvais... le Quidditch, tu crois. C'est à peu près pareil, ça vient du même endroit. Voilà, c'est ça. Voilà, comme intro, moi je trouvais ça très très bien pour dire un petit peu le niveau que je peux apporter dans cette émission. Donc, j'essaye de lire en fait, mais c'est écrit en tout petit, j'ai rayé les trucs, c'est le bordel. C'est la troisième mi-temps. C'est la troisième mi-temps. Et pas oublier que j'ai bu pour écrire cette chronique. Les règles. Je vous fais une petite description. Vous taisez, vous me laissez parler, quoi. Un indice, si vous voulez, vous pouvez demander un indice après. Et les réponses, sport, pas sport. Voilà. Et puis moi, je dis si c'est sport ou pas sport. C'est moi qui dis. Il faut qu'on détermine si ce que tu nous proposes est un vrai sport ou non. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu comme l'ornithorynque du sport. Ah oui, d'accord. Ouais, okay. Voilà. Ah oui. Alors attention. Le premier, des compétitions qui peuvent regrouper des centaines de joueurs, généralement répartis en équipes de 10 joueurs. Une carcasse d'animal décapité
est lancé sur le sol au milieu d'un cercle de cavaliers. Au signal, les cavaliers se ruent sur la carcasse, tentent de la ramasser. Le cavalier muni de la carcasse doit galoper au milieu d'adversaires armés de fouets pour marquer un but, souvent situé à plus de 2 km. Alors, sport ou pas sport ? Sport. Sport. Wow. Pas sport, moi, je dirais. Allez, moi, je dirais il pas faut sport demander, non plus, hein. il faut demander Sport. l'indice. Le jeu de l'attrape-chèvre, ça s'appelle. Sport. Le Bose caché. Ouais, voilà. L'Afghanistan, ouais. C'est ça. C'est l'ancêtre de plein de trucs. Ah ouais, j'étais tombé là-dessus en cherchant le horseball. Et du coup, voilà, l'horseball, un sport qui vient de là. Ensuite, ouais. Ok. J'avais pas prévu ces transitions, il faut que je lis ce qu'il y a écrit. Là, c'est mal écrit. C'est toi qui as écrit ta chronique ou pas? Non, c'est ma fille. Là, c'est un sport d'équipe, cette fois. Bah non, tout à l'heure aussi. Ça se joue en apnée, au fond d'une piscine. Le jeu oppose 2 équipes pendant 2 mi-temps de 15 minutes, en général. Mais je pense que ça doit dépendre surtout de l'apnée de chacun. Le but du jeu, c'est de progresser en apnée, en poussant et en passant le palais à l'aide d'une crosse spécifique, afin de le faire entrer dans le but adverse. Oui, sport. Ouais, sport ou pas sport? Sport. Ouais, plutôt Hockey sport. subaquatique. Ah, mais son vrai nom. Le hockey subaquatique. C'est hockey subaquatique. Oui, ouais. c'est ça. Non, ça s'appelle l'octopus. Octopus. Octopus. Ah ouais. Comme le Octopus. docteur Octopus. Ouais, il doit y avoir un jeu de mots. Et oui, la traduction, c'est le hockey aquatique. Là, ils sont balèzes. Oh, je savais pas. Et c'est comme la référence de tout à l'heure. Il y en a dans les jambes et dans la tête, là, autour de la table. La classe. Une discipline qui apparaît dans les années 2000 avec la diffusion massive et à petit prix d'Overboard. Avant son officialisation et sa réglementation via la création d'une fédération urbaine internationale, Ça sent la page Wikipédia. cette pratique servait surtout à régler des différends entre gangs rivaux dans les banlieues. Chaque gang présente son challenger, les chaussures étaient attachées à la planche, les mains liées dans le dos, et sur un terrain d'environ 50 mètres carrés, c'est un parking, ils se faisaient la course et essayaient de faire chuter l'autre à l'aide d'un coup d'épaule ou d'un coup de roue. Le dernier à rester debout remporte la manche. Ah oui, j'avoue. Pas sport. Moi, je dirais pas sport. Non, pas sport. Ça s'appelle le rodéo nocturne en parking couvert. Il y a C'est pas un sport. Il y a une fédération. Ah, vous Il y a une êtes trop fédération. fort. Bah oui, je te l'ai dit, c'est la fédération urbaine internationale. Ouais, vous êtes trop C'est celui balèze. qui paraissait le plus écrit Internet en plus. Maintenant, pour commencer, il faut se trouver un nom qui fait peur. Genre Fafouille l'embrouille, Beyoncé ou Téton flingueur. Ensuite, pour pouvoir inscrire des points, un jammer doit avoir réalisé son initial pass, c'est-à-dire avoir dépassé le bloqueur le plus situé en avant dans la zone d'engagement. Il inscrit alors 1 point pour son équipe pour chaque bloqueur adverse qu'il parvient à passer légalement après cet initial pass. Et si un bloqueur est en dehors du jeu au moment où le jammer adverse passe, le dernier récolte automatiquement 1 point. Chaque passage de jammer à travers le pack lui permet de récolter un maximum de 4 points pour son équipe. Les 2 équipes qui s'affrontent sont dans un ring sur patin à roulettes. Bah, sport. Oui, sport. Si, oui, c'est Sport. Ah oui, c'est avec les filles, là, qui tournent en rond. Ouais, C'est Bliss, un très bon film pour Ouais. Monsieur Culture. Et oui, le roller derby. Ouais, je trouvais ça Roller juste super drôle, quoi. La description, j'ai rien compris de ce que je lis. Et allez voir la série si vous l'avez pas vue de Derby Girl, Ah ouais? qui est hyper. Enfin, moi je trouve très très drôle avec une trame roller derby qui est géniale. Voilà. Yes. Des compétitions de ce sport sont organisées clandestinement aux 4 coins du monde. Les règles pour faire valider l'événement, avoir 4 angles de vue différents. Donc souvent les 4 juges utilisent des petites caméras embarquées style GoPro ou téléphone portable. La compétition se déroule dans un métro avec une affluence conséquente. Les heures de pointe sont évitées car il n'y a plus de place pour les mouvements d'amplitude. Chaque compétiteur a 45 secondes pour enchaîner le plus de figures artistiques possible. Mon top 3 des figures, le roller pool, c'est 3 tours autour d'un axe fixe. Le over the rainbow, un saut carpé par-dessus une banquette assise. Et le crawling down, une glissade lors d'un arrêt brutal de la rame. Moi, je dirais sport. Un pas sport. Ah ouais? je pense. Moi je dirais Je pense pas que- sport. Ça s'appelle le Subway Gym. Non. Ça existe vraiment? C'est pas gym, comme c'est gym, mais avec mon accent. Non, c'est moi qui l'ai inventé. Alors maintenant, c'est un sport qui est né au Japon. C'est un sport insolite qui nécessite 2 énormes équipes d'environ 150 personnes. La moitié de l'équipe en défense, l'autre en attaque. Le but du jeu est de réussir à faire tomber perpendiculairement ou au plus bas que 30 degrés par rapport au sol, le poteau de l'équipe adverse. Ainsi, ce jeu mène à un spectacle du style roi de la montagne magnifique. Sport. Sport.
Passeport. Passeport, ouais. Le beau Taoshi. Ouais. Non, c'est un vrai sport. C'est un japonais. sport. Ouais. Ah ouais. C'est les universités. Bah, je l'ai dit, c'est né au Japon, c'est un sport, je vous l'ai dit au début, c'est un indice. Ah, Ça, faut c'est être attentif. des vidéos sur YouTube. C'est hallucinant. ouais, C'est des taré, équipes quoi. de combien contre combien 150. Contre 150 Ouais. 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 Contre 2. Là, du coup, ouais. Aïe, Toi, aïe, t'es aïe. tout seul à tenir ton poteau, je t'en ai 150 qui te foncent dessus. Ouais, va C'est les organiser universités, ouais. Attention, Jérôme Gaillard déjà avoir 11 joueurs le dimanche pour faire un fou. ça. Ouais, donc, les règles et le déroulé de ce sport sont assez simples. 2 adversaires se font face, ils s'attrapent mutuellement les tétons et pincent au top départ de l'arbitre. Sont autorisés les crashing, écrasés de pouces phalanges, les rolling, mouvement de rotation avec le poignet, et les pulling, tirage en extension du téton. Et cela se poursuit jusqu'à l'abandon d'un des participants. C'est un sport qu'il n'y a que toi et un de tes potes qui on y a joué ensemble, ça fait. Non, pas sport. Ouais, mais on n'a toujours pas réussi à avoir l'officialisation de la Fédé. Ouais, c'était le Titi Twister. Voilà, maintenant passeport. Sport de raquette vietnamien qui se pratique en terrain couvert, dimension 5x12. Filet 1m20 de hauteur, le même que pour le bouki. En simple ou en double, 2 raquettes par joueur. Les arbitres lancent 2 ballons de baudruche de chaque côté du filet. Chaque balle qui touche le sol fera marquer 1 point. Les arbitres attendent qu'il n'y ait plus de balle en jeu avant d'en relancer. Pénalité, 2 points pour chaque balle éclatée, en marchant dessus ou lors d'un smash trop violent. Possibilité de reprise de la balle plusieurs fois de suite en solo pour avancer ou lors de passes avec son adversaire. Interdiction par contre de porter la balle coincée entre les 2 raquettes et de s'approcher comme ça du filet. Ça se joue en 2-7 vainqueurs de 9 points. Passeport, les détails, c'est 9 points. C'est hyper bien fait, mais c'est pas un sport. On fait pas des sets de 9 points, c'est pas possible. Ben, c'est la règle de ce sport. Ça s'appelle le Baudruche Bintan. Alors là, ce nouveau sport, c'est un mélange divin entre le soccer et la folie. En fait, le soccer, c'est le football, en fait, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Ouais, moi j'ai vécu aux États-Unis, c'est pour ça que j'étais super bon sur le basket. Ouais. Donc en fait, le but, c'est de botter le ballon et de faire des points en le lançant dans le but adverse. Bon, jusque-là, c'est pas très très original, la partie se déroule sur un terrain boueux. Il est possible de faire tomber son adversaire. Bon, pour augmenter le plaisir, si vous faites tomber un adversaire de manière trop brutale, un petit bisou sur la blessure et on continue le jeu avec un sac sur la tête pendant 1 minute seulement. Passeport. Et bah, je l'ai trouvé sur 3 sites différents. C'est sûrement la même source à chaque fois, mais si, ça s'appelle le Swamp Soccer. C'est vraiment un sport, quoi. Je vois pas en quoi ça consiste. Vraiment, faut faire un bisou, c'est dans la règle. Mais non, mais c'est si tu fais tomber quelqu'un et que tu lui fais mal, tu dois faire un bisou et t'as un sac en pénalité. Mais le but du jeu, c'est de marquer des buts. Ah, c'était pas. Ok, d'accord. Ouais, c'est. Ce serait bien qu'on essaye tous ces sports, quand même, pour se rendre compte vraiment. Le prochain, là, il faut aller en Australie. Chaque année, au printemps, les crabes rouges de l'espèce Gercarchoidea natalis, le crabe rouge, quoi, envahissent l'île Christmas, une île au large de l'Australie, située dans l'océan Indien. Ces crabes terrestres, qui vivent habituellement cachés dans les forêts, migrent vers la mer pour se reproduire, traversant les routes et les habitations afin de se regrouper sur les plages de l'île. C'est au moment de cette migration qu'a lieu les différentes épreuves de ce quadriathlon naturiste. Première épreuve, traverser... Non, mais je me suis trompé, il y a écrit naturaliste en fait. Mais c'est pas pareil. Quoi. Ouais. Alors, première épreuve, traversée nocturne sans éclairage et sans chaussures d'une plage. Un abandon synonyme de disqualification. Deuxième épreuve, chasse aux différents spécimens marqués l'année précédente. Il y a un point de peinture qui est apposé sur les crabes par les organisateurs. Et il faut trouver un spécimen pour accéder à la manche suivante. Et la troisième manche, c'est un lancer le plus loin dans la mer du spécimen récolté. Ouais. J'en profiterai pour mettre en lien la pétition lancée par Greenpeace L214 et Woodbush Australia pour mettre fin à cette discipline. Donc c'est un sport. Non, pas sport. Donc c'est pas sport. Non, c'est pas The sport. Red Crab Race. C'est vrai. C'est un sport. Non, c'est pas un sport, c'est moi qui l'ai inventé. C'est classe. C'est ça. Trop cool. Je peux vous raconter l'histoire de l'ornithorynque si vous voulez. Merci. Ah oui. Ah bah oui. Ouais, c'est un conte. Ça se passe il y a très 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 longtemps. Dans les temps immémoriaux. Bien. Merci Julien pour ce sport ou pas sport. Merci. On espère te C'était réécouter. du sport pour moi cette émission. Ouais. Oh là là, bah ouais. On était très contents de t'avoir avec nous. Donc on vient d'écouter Julien et ses sports ou pas sport. Avant on a écouté Flo qui s'est confié sur son côté supporter. Alban nous a présenté avec brio la démocratie corinthienne. C'est ça. Je vous ai parlé tennis et culture et au tout début de l'émission, vous avez entendu Jérémy qui nous parlait de son rapport aux salles de sport et à l'aérobic.
en général. C'était la première émission Gol Volant sur Timbre FM 106.6. Merci les gars. Merci Jérôme. Merci coach. Merci Loïc. Merci Loïc à la technique et on se retrouve pour une deuxième émission très bientôt. Merci. Bravo. Bye bye. Ouais, Salut. C'est la 3e mi-temps. Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne c'est mou, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la glace, c'est le Bob man. Et allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Là! Mais ne courez pas comme des cons! Allez, mets un rouge là-dessus! Et les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis.